Alors justement, il y avait la question qui a été posée tout à l'heure des femmes, et des femmes dans la tech et des femmes dans les RH, dans les IA. Du coup, en fait, je voulais vous faire venir parce que c'est quelque chose qui, je pense, est important de montrer qu'il y a des associations qui existent et qu'il y a des personnes qui agissent pour qu'on change ça. Et du coup, j'aimerais que chacune après l'autre, vous présentiez peut-être déjà votre parcours, parce que vous n'avez pas exactement le même parcours, et ce qui vous a amené à rejoindre ou à fonder ou en tout cas à animer des réseaux pour les femmes. Dipti, peut-être Dipti, Caroline. Bonjour, donc Caroline Lair. Mon parcours, alors, je ne suis pas tech, je ne suis pas ingénieure du tout. J'ai fait une école de commerce, mais j'ai travaillé dans plusieurs entreprises technologiques sur des positions de business développement. Aujourd'hui, je travaille chez Snips, dans l'équipe de business développement aussi. Et j'ai rejoint Moujan Ashgari et Hanan Salam il y a quelques mois sur l'initiative Women in AI. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui va être présente partout et elle va avoir une influence certaine dans nos vies puisqu'elle autonomise certaines décisions. Et il est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech, mais là pour le coup, c'est un vrai sujet, mais pour le coup sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'est dramatique, c'est vraiment très, très important qu'on change ça. Et donc j'ai voulu m'investir avec ces deux personnes pour essayer de faire un peu bouger les choses en utilisant aussi l'expérience de quelqu'un qui est plus sur le terrain entrepreneurial. Moujan aussi d'ailleurs, mais Hanan est plus académique. Et essayer d'arriver avec un modèle un peu innovant qui est celui de la communauté. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu plus en donner un petit peu plus de détails, parce que c'est vrai que vous pouvez me dire qu'il y a beaucoup de communautés, de réseaux qui existent aujourd'hui, mais on essaye quand même de faire bouger les lignes pour réduire ce gender gap dans l'IA. Et toi, Dipti, Alors moi, du coup, c'est vrai qu'on a un parcours différent. Donc moi, j'ai fait une école d'informatique. Donc je suis ingénieure informatique. J'ai fait Epitech. Et puis donc moi, j'ai jamais codé avant de rentrer à Epitech. Donc j'ai dû apprendre ça au moment où j'ai intégré Epitech. Je me rappelle les premiers jours, ça a été assez difficile parce que du coup, comme tu l'as dit très bien, il n'y a pas beaucoup de femmes ni dans la tech ni dans l'IA. Et donc moi, on était 500 sur ma promo. Et il y avait 8 filles. Donc c'est vrai que c'était très difficile parce que rentrer dans une salle les premiers jours, tous les hommes se retournent sur toi en se disant mais est-ce qu'elle s'est pas trompée de salle, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc c'est vrai que c'est pas facile au quotidien. Mais il faut savoir que ce sont des très beaux métiers, l'informatique, il y a tellement de débouchés et je voulais faire ce métier et je voulais pas lâcher malgré tous les freins. Tu connais peut-être en détail beaucoup plus mon parcours. Ça a été pas facile, mais pour autant, ça vaut le coup d'essayer. Et du coup, donc, tu as rejoint Emma, créé ? Oui, voilà. En fait, j'ai récupéré Emma en 2014. Donc, ça va faire un peu plus de 3 ans que je gère Emma. Et moi, j'ai voulu donner une nouvelle vie à Emma en incluant les hommes. C'est très important pour moi. C'est-à-dire promouvoir la mixité à travers la vision et que les hommes soient les ambassadeurs de ce changement. C'était très important pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 12 antennes Emma en France. Donc, je suis allée dans chaque grande ville, donc Toulouse, Marseille, Montpellier, etc. J'ai fait des conférences de présentation d'Emma, quelle était notre stratégie, ce qu'on voulait mettre en place. Donc, on a monté des équipes, il y a un référent qui a sa propre équipe. Donc, aujourd'hui, on est 500 dans Emma. On était 3 à la base. Ça a été très long d'arriver jusqu'à là, mais je suis très contente d'avoir pu faire ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important que ça soit porté par un homme. Et aujourd'hui, on a 80% d'hommes dans Emma. Et c'est la première association en France où il y a 80% d'hommes. C'est jamais arrivé. Du coup, je suis hyper contente.
Donc en fait, pour revenir sur l'explication de Emma, c'est une association étudiante. C'est ça, c'est une association, en fait c'est une association de loi 1901. Nos locaux sont basés sur le campus d'Epitech, Epitech étant un sponsor pour nous. Et donc on fait beaucoup d'ateliers de code pour les 7 à 77 ans. Bien sûr, si vous êtes âgé, ça ne veut pas dire que vous êtes, entre guillemets, périmé, comme on dit. On accompagne aussi les personnes âgées, on leur apprend à faire des sites web en 1 heure, du code. Donc voilà, ça touche vraiment à tout type de personnes. Et on va vraiment aller auprès des jeunes filles, les sensibiliser et leur prendre conscience qu'en fait, les métiers du numérique ne sont pas réservés que pour les hommes, mais c'est aussi réservé pour les femmes et que vous êtes tout à fait capable de le faire. Donc en fait, quand tu disais que tu es contente qu'il y ait 80% d'hommes, c'est parce qu'en fait, tu as tes 80% d'hommes qui se battent pour qu'il y ait plus de femmes. Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que Epitech, tu sais que c'est très, très masculin. Il y a 96% d'hommes. Comme j'ai dit, il y a 4% de femmes. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, ça arrive qu'il y ait des hommes moins bienveillants que d'autres. Et donc, à Emma, ils n'hésitent pas, lorsqu'ils entendent des remarques du type... celle-là, elle ne sait pas coder, et ils vont lui dire, écoute, tu peux répéter ça, mais en me regardant dans les yeux. Donc, ce sont des choses qu'ils font quotidiennement pour vraiment soutenir les femmes qui, du coup, peuvent... je veux dire, toutes les femmes ne vont pas avoir un caractère comme moi j'ai, c'est-à-dire, moi, on me dit ça, moi, je rentre dedans, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais après, toutes les femmes n'ont pas, et on s'est rendu compte, il y a des femmes qui, du coup, se disent, ok, il m'a dit ça, c'est vrai, en plus, je suis une femme, j'ai rien à faire ici. Donc, les hommes, au contraire, en fait, ils vont être un backup pour soutenir les femmes, justement. Et donc, du tout, toi, Caroline, avec Women in AI, c'est pas du tout étudiant, vous êtes dans le monde professionnel. Oui, enfin, on a de tout. Vous avez de tout. C'est donc, ouvert. du coup, c'est précisément Women in AI. Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord, il faut des hommes. Nous, on s'appelle Women in AI, mais c'est toujours un petit débat entre nous en disant Women in AI, ça écarte un peu les hommes, mais on en a quand même, et il en faut. Et l'autre point, avant de présenter Women in AI, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes en intelligence artificielle, mais il y en a quand même, mais elles ne sont pas visibles. Il y en a pas mal qui sont cachées. C'est un vrai sujet aussi. Donc nous, Women in AI, on est parti du principe donc, que pour arriver à réduire le gender gap, il faut régler 2 problèmes. Celui de la visibilité, donc de la confiance des femmes, parce qu'il y en a pas assez, mais il y en a et on ne les voit pas assez. Et le second point, qui découle du premier, c'est qu'il n'y a pas assez de rôle modèle. Pour donner l'exemple, on parlait tout à l'heure des biais cognitifs sur les métiers tech, du fait que les jeunes filles, les petites filles ne s'intéressaient pas à ces métiers-là, mais c'est aussi parce qu'elles n'ont pas d'exemple, tout simplement. Elles n'ont personne à qui s'identifier. Donc l'idée de Women in AI derrière cette communauté, c'est vraiment d'aller incuber la prochaine génération de rôle modèles, la prochaine génération de Fefeli dont on parlait tout à l'heure, de Kate Crawford, de Meredith Whittaker, d'aller les chercher et de créer une dynamique vertueuse et endogène en poussant les rôles modèles qu'on identifie aujourd'hui au sein de la communauté et en faisant en sorte qu'elles puissent mentorer, donner l'exemple et faire émerger les prochaines générations. Donc aujourd'hui, on a à peu près 400 personnes dans la communauté. Effectivement, il y a des étudiantes, mais la majorité, ce sont des personnes, des femmes et des hommes en poste, de toutes les industries. On parle beaucoup de genre, mais il faut aussi de la diversité. Et nous, c'est aussi un point important. Moujane est iranienne, Hanan est libanaise, je suis française. On a 30 nationalités, vraiment tous les pays représentés. Toutes les industries et donc on fait plusieurs activités, on fait de la curation sur les événements tech pour qu'il y ait toujours qu'il y ait des femmes sur scène autant que les hommes. On a nos propres événements, bien sûr, donc des meet-up, des rencontres. Ce soir, par exemple, on a un verre Women in AI à Paris. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez venir nous rencontrer. On fait aussi un programme d'éducation, donc c'est large, l'éducation. On a un programme pour les étudiants, on travaille sur un summer camp pour des lycéens cet été, des masterclass qui sont powered by Women in AI pour Women in AI. C'est aussi la logique d'utiliser nos membres pour mettre en valeur les femmes, le côté endogène. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Des ateliers pour les entreprises aussi, donc pour sensibiliser sur le fait qu'il faut des équipes pluridisciplinaires avec des femmes et des hommes sur les sujets AI. On a un programme de recherche aussi qu'on va lancer cette année avec Hanan.
Et donc tout ça nourri en horizontal par la communauté de nos membres. Et du coup, en fait, quand vous allez comme ça dans les entreprises ou auprès des étudiants, quel est comment c'est perçu? Est-ce que les gens comprennent le problème ou est-ce qu'encore il faut les convaincre, il faut leur dire il y a vraiment quelque chose à changer? C'est en train d'arriver. Il y a pas mal de directions RH, même de directions de l'innovation, qui ont envie d'avoir plus qui pensent que c'est un vrai sujet au sein de leur entreprise et qui cherchent de l'aide à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des organisations? Expliquez-nous comment on fait, est-ce que vous avez des ressources pour nous? Bon, souvent, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire bouger les choses. Il faut juste effectivement les aider un petit peu. Et puis pour les étudiants et les plus jeunes, je pense pas que nous, on va les voir en disant il faut qu'il y ait un peu plus, il faut que vous sensibilisiez les jeunes filles au métier de la tech, etc. Et en général, ils sont d'accord. Après, ils voient pas forcément la démarche long terme, mais ils sont en tout cas très preneurs d'aide extérieure pour aller sensibiliser les jeunes filles au métier tech. Et toi, Dipti, en fait, quand tu rencontres des jeunes filles qui sont en période d'orientation, parce que tu fais beaucoup ça, de rencontrer, d'aider, est-ce que c'est difficile? Comment elles sont par rapport à la tech ou aux IA? Alors déjà, elles ne connaissent pas les métiers, elles ne savent pas qu'il existe tel métier. Donc il y a vraiment une méconnaissance de le numérique, c'est pas que le code finalement. Le numérique, c'est tout plein de choses. Il y a plein de métiers dans le numérique. Elles peuvent très bien ne pas apprécier de coder, mais être dans le numérique et faire d'autres choses. Donc là aussi, nous, ce qu'on fait, à chaque fois, on a un slide qui regroupe tous les métiers, on va les projeter et on va leur expliquer, on va les questionner. Est-ce que vous comprenez ce métier? Est-ce que vous comprenez ça? Généralement, il y a un gros méconnaissance des métiers. Et puis à la fin, lors de nos ateliers de code qu'on va faire soit sur nos petits robots Timio, on leur apprend à faire de l'intelligence artificielle, des petits algos, ou Scratch ou d'autres ateliers, à la fin, ils vont souvent nous dire « Ah ben, je ne savais pas que j'étais capable de le faire ». Donc c'est étonnant parce que tu vois les étoiles qu'elles ont dans leurs yeux et nous, ça nous fait super plaisir, on se dit bon, on a réussi à convaincre une fille en plus. Donc c'est vrai, c'est step by step, mais c'est ce step qui fera qu'on arrivera à cette mixité. Et en plus, il ne faut pas lâcher. Parce que si on lâche à un moment, il faut les encourager, il faut que ce soit entretenu, il faut qu'il y ait d'autres personnes, d'autres filles avec qui elles puissent partager leur petite victoire, parce que sinon ça retombe après. Parce qu'il n'y a pas encore un écosystème assez fort pour les soutenir tout le long. Donc c'est là où nous, on se complète et nous, on enchaîne derrière, on les accueille dans la communauté et on les pousse aussi à aller mentorer d'autres filles. On leur donne confiance, en leur donnant des responsabilités, etc., pour que ce soit vertueux et que ça ne s'arrête pas. Oui, parce qu'en fait, il y a un taux d'abandon des femmes dans le numérique. Est-ce que vous avez des chiffres sur ça? Donc il y a vraiment des femmes qui partent. Est-ce que du coup, vous arrivez aussi à convaincre les hommes, mais pas forcément ceux qui font partie de vos associations, mais est-ce que les hommes autour de vous, quand vous rencontrez des étudiants ou quand vous rencontrez des professionnels, est-ce qu'ils sont conscients du rôle qu'ils ont à jouer pas toujours. Et puis c'est un débat. Je me rappelle à chaque fois que je vais sur des panels, à la fin j'ai souvent, je sais pas comment ça se fait, j'ai toujours un homme un peu spécial qui va venir me voir et qui me dire je suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu dis. Les femmes elles doivent pas faire ça, c'est pas le but. Et du coup il faut passer 1 heure pour lui expliquer. Et à la fin, des fois il a toujours rien compris. Il est toujours dans ses idées. Je suis désolée, c'est pas contre vous les hommes là, mais il y en a plein. Moi je suis voilà bon, mais voilà, et c'est vrai que c'est pas encore complètement assimilé, on va dire, cette notion de avoir une mixité, c'est pas complètement assimilé dans le sens pourquoi c'est important d'avoir des équipes mixtes finalement. Et c'est pour ça qu'il faut pas passer trop de temps à parler des femmes. Faut agir en fait. C'est pour ça que moi on me demande souvent pourquoi les femmes, pourquoi si, et je lui dis pas on va arrêter avec le pourquoi, on va juste dire comment. Donc c'est être actif, pas être visible à dire nous les femmes on est ci, on est ça, c'est juste ok, il y a un événement, t'as qui en speaker femme, t'as besoin de qui, on y va, quelle expertise tu cherches. Il se trouve que moi j'ai une personne dans ma communauté, c'est une femme, allez on la pousse on stage, on l'encourage, mais le sujet ça doit être son expertise à elle dans l'AI et pas le fait que ce soit une femme. Et il y en a un peu marre de ça parce qu'il y a beaucoup de blabla là-dessus et peu d'action. Généralement, quand on complète la technologie avec cette notion de femme ou d'homme, ça passe beaucoup mieux.
Et du coup, il y a une association comme Jamais sans elle qui agit beaucoup pour qu'il y ait toujours des tables rondes qui soient paritaires et qui est au moins, en tout cas, ils sont contents quand il y a une femme sur certains sujets. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions pour Caroline Dipty sur ces questions de genre et de numérique? Déjà, je vous suggérais de ne pas vous battre avec ceux qui vous disent que les femmes ne doivent pas faire de l'IA ou je ne sais quoi, parce que s'ils en sont là, ça va être difficile de les convaincre. Non, ma question, c'est en fait comment on peut aider, alors moi je vois comment, d'ailleurs on en parlera après, mais qu'est-ce que vous recommandez à tous les acteurs, décideurs, pour qu'effectivement on ne parle pas du pourquoi et qu'on parle du comment essentiellement? Je pense qu'il faut arrêter juste de faire de la com avec rien derrière. Ce matin, j'ai eu l'occasion de lire le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, qui du coup sort au sommet aujourd'hui. Et puis il a un paragraphe où il va aborder l'importance de la mixité dans l'intelligence artificielle. Ça passe en quelques lignes sans proposer d'action concrète. Oui, mais on est au courant de la problématique, malheureusement. On ne serait pas là sinon. Maintenant, il faut vraiment mettre des actions concrètes. C'est-à-dire, les femmes ont pris un retard par rapport au training. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui former les femmes pour qu'elles rattrapent ce gap et qu'il n'y ait plus cette inégalité. Donc, il faut des formations dédiées pour les femmes, mais il faut que ces formations soient mixtes. On ne peut pas mettre dans la salle que des femmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même elles se sentent pas hyper confiantes de se dire pourquoi on nous sépare des femmes et des hommes. On a eu des ateliers comme ça qu'on avait fait, et puis il y avait des petites filles qui nous disaient mais pourquoi est-ce que vous avez divisé la classe en deux, pris les filles et laissé les garçons? Nous, on veut être avec nos collègues, avec nos camarades. Du coup, il y a vraiment cet aspect de training qui est hyper important aujourd'hui. Rattraper ce retard en proposant des formations, quitte à faire des formations le soir, 1 heure par jour, etc. Mais c'est hyper important. C'est comme ça que le manque de confiance que les femmes peuvent avoir en elles finalement, et aussi les skills qu'elles n'ont pas pu acquérir parce que du coup elles ont été discriminées ou elles ont pris du retard, ça permettra du coup d'équilibrer ce manque. Et moi, je pense encore rôle modèle, avoir plus de femmes qu'on met en avant. C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais mettre en avant des femmes qui sont expertes dans leur domaine et les médiatiser. Nous, on veut faire un summer camp pour des étudiantes. Il faut le médiatiser parce qu'il faut que dans l'imaginaire des jeunes filles, elles se disent, elle l'a fait elle, pourquoi pas moi? C'est vraiment, il faut changer la manière de penser, il faut changer les mécanismes, l'inconscient. On travaille nous aussi avec Thales pour répondre à un appel d'offres de la Commission européenne pour construire une plateforme de ressources en IA. Et donc on est en train de réfléchir à plein de sujets pour aller changer la manière de penser des jeunes filles. Et ça peut passer aussi par du contenu, des choses toutes bêtes, des émissions de télé, des choses, du contenu éducatif un peu original, un peu rigolo, où on met des femmes. C'est des choses toutes bêtes, hein. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez tous de C'est pas sorcier. Peut-être ici, c'était 2 hommes. C'est tout bête. Vous faites un C'est pas sorcier IA avec 2 femmes, on change tout déjà. Donc il y a des choses un peu simples mais auxquelles il faut penser et qu'il faut pousser. Merci. Une autre question? Oui, il y en a encore une. Oui, bonjour. Je travaille pour le laboratoire de l'égalité professionnelle. Nous sommes une association donc avec mixte, mais seulement avec 30% d'hommes. On est déjà content. On a travaillé un peu sur l'intelligence artificielle. On a une collection qui s'appelle Égal sur Égal, et un livre en cours avec des filles que vous connaissez, je pense, qui ont créé WAC Science et qui nous font un livre sur l'intelligence artificielle et les femmes. On a été reçus par Villani. Il y a une question qu'on a abordée notamment dans un livre sur la mixité des métiers, c'est l'orientation, en dehors qui est quand même importante parce qu'on voit que l'orientation, moi-même j'ai 8 petits-enfants, 4 filles et 4 garçons, et quand on voit les orienteurs et la façon dont orienter, elles continuent à être orientées vers les professions de lettres et pas vers les professions de femmes. Et il y a effectivement ce que vous dites sur il y a une compétition entre les garçons et les filles. On sait que quand on met les filles
dans un exercice de géométrie avec des garçons, mais qu'on leur dit que c'est un jeu, elles ont les mêmes résultats. Si on leur dit que ce sont des maths, elles sont moins bonnes. Donc, mais je pense que l'orientation, effectivement, dans les propositions de Villani, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites depuis longtemps, qu'on a tous fait, et peu de propositions concrètes. Je crois que tu as un témoignage personnel justement sur ce sujet d'orientation, Dipti. Je crois que je vais y revenir à chaque fois. Je suis d'accord au niveau de l'orientation parce que moi-même, en fait, au moment où j'ai fait mon choix de partir en informatique, j'ai eu une réunion avec ma conseillère d'orientation. Je l'adore, cette femme. C'est de l'ironie, hein, je vous rassure. Et en fait, cette femme m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Elle m'a reçue. Et comme si plus tard, c'était déjà fixé dans ma tête, j'étais en première terminale. Et je lui dis, écoutez, je veux faire un métier dans lequel je ne vais pas répéter des tâches quotidiennes, c'est-à-dire pas répéter les mêmes tâches, mais faire des choses nouvelles. Et je lui dis, je pense que ces métiers sont liés à l'informatique, aux technologies. Et elle m'avait donné une liste d'écoles qui contenait des écoles d'économie, droit, médecine, enfin tout plein de choses. Et à la fin, elle m'a dit, tu sais, en économie, tu peux prendre des cours sur un ordinateur quand vous êtes en amphi. Ça te permettra d'apprendre l'informatique. Voilà. Et avant que je quitte son bureau, elle m'a quand même précisé une phrase et c'est pour ça aussi que je l'adore parce que on va y revenir. Et elle m'a dit, tu sais, les métiers du numérique sont réservés, je dis bien réservés pour les hommes. Et même si les femmes, ils vont y aller, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, elles vont peut-être réussir, mais moyennement ou dans tous les cas, elles vont échouer et elles vont quitter l'école en question dans laquelle elles vont aller poursuivre des études. Elle m'a dit, du coup, n'essaye pas d'aller dans un métier qui n'est pas du tout accessible pour toi. Voilà. Du coup, ça m'a fait un peu tilter quand vous avez parlé de conseillère. Et je la remercie parce qu'en fait, elle a été l'élément déclencheur pour moi parce que j'ai voulu faire tout le contraire de ce qu'elle m'a dit. Et aujourd'hui, je suis en 5e année Epitech, je gère Emma et puis je travaille dans un des GAFA les plus grands, Microsoft. Donc voilà. Il y a une dernière question, je crois. Oui. Dipti, je me rappelle très bien de toi parce que je suis à l'association Women in Games et je crois que tu as témoigné lorsqu'on l'a créée. Voilà, oui, c'est une association dans le jeu vidéo qui rassemble des hommes et des femmes. Et je voulais juste apporter un autre point parce que je suis complètement d'accord avec toi. Les boîtes se gargarisent de diversité, on met des fortunes dans la communication, ça ne sert strictement à rien. Ce qui sert, c'est mettre de l'argent, dans les formations très concrètes, envoyer les femmes, comme on fait dans les jeux, dans les salons, pour qu'elles puissent parler, etc. Et puis reprendre la formation à zéro. Il faut quand même vous rappeler quelque chose, parce que j'ai donné des conférences sur Ada Lovelace, qui est la première femme, littéralement, à avoir écrit des algorithmes au 19e siècle, avec Charles Babbage, l'inventeur de l'ordinateur moderne. Le XXe siècle, l'informatique a été faite par des femmes. On a tendance à complètement l'oublier. Notamment, on peut en citer, mais une centaine, c'est impressionnant. L'informatique, notamment aux États-Unis, c'est des femmes qui l'ont portée, des mathématiciennes. À l'époque, c'était une profession qui n'était pas prestigieuse, qui était mal payée. Et souvent, dans ces cas-là, il y a des femmes. C'est quand même une réalité qu'il faut dire. Et le grand tournant, c'est les années 80, où tout d'un coup, Apple, etc., se mettent à communiquer sur des publicités exclusivement avec des hommes. Et c'est absolument incroyable parce qu'il faut savoir que l'informatique était quand même féminisée énormément jusqu'aux années 80. Et depuis, on voit une chute libre au point qu'il y avait 50% de femmes en France dans les formations informatiques jusqu'aux années 80. Et là, on est à moins de 10%. La filière S se casse complètement la gueule. On ne le dit pas, mais ça fait 20 ans que c'est en chute libre. Donc il y a quand même une problématique qui est hallucinante et qui est quand même, en fait, contrairement à ce qu'on pense, nouvelle. Parce qu'elles ont investi massivement la tech au départ, en fait. Voilà, et elles ont apporté, on parle de Hooper, Hamilton, voilà, mais à l'origine, c'était féminin et masculin énormément. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je suis complètement d'accord. Et puis en plus, on parle de sujet de l'IA. Malheureusement, il y a une autre vérité aussi qui est sur l'IA. Du coup, ça complète un peu ce que tu as dit. C'est que les intelligences artificielles pour certains, sont en train d'être constituées aujourd'hui. Pour créer une intelligence artificielle qui va impacter la société et qui va demander beaucoup de data, c'est une estimation que je donne parce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits, c'est entre 2 à 4 ans, à peu près, hein, c'est une estimation. Je tiens à dire, c'est une estimation. Et ce qui se passe, ces IA sont en train d'être conçues que par des hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, c'est en train d'être conçu par les hommes. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces IA vont sortir d'ici 5-6 ans et elles seront biaisées.
Je ne dis pas que l'IA n'est pas biaisée, aujourd'hui elle l'est quand même. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le Web Summit. Durant le Web Summit, il y a eu le robot Sophia qui a été présenté, et en face de Sophia, il y avait un autre robot qui s'appelait Einstein. Bizarrement, Einstein, bon, ça on peut se dire, bon, c'est pas grave, il l'a appelé Babe. Il l'a appelé Baby, Babe, un truc comme ça. Donc déjà, on commence bien à créer des IA où les hommes commencent à nous appeler salut bébé, etc. Bon. Et après, je suis allée... J'ai Bochra qui rigole devant. Après, je suis allée faire un tour sur qui l'avait constitué, et en fait, c'était que des hommes blancs. Donc voilà. oui, non, on a toujours cette question. Après, peut-être dans pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a une chute, il y a aussi effectivement tout l'imaginaire qui est lié, qui a été repris dans les années 80 par les hommes. Il y a un imaginaire qui est de toute façon aujourd'hui l'imaginaire que l'informatique et les numériques est un univers d'hommes. Et on revient à ce que tu disais, Caroline, on n'a pas ces rôles modèles qui sont mis en avant. Et les femmes sont passées totalement à la trappe. Hein, celles qui ont créé les toutes premières informaticiennes, qui ont créé les instruments tels qu'on les connaît aujourd'hui, ou en tout cas qui ont participé à leur développement, elles ont été totalement effacées de l'histoire. Donc je pense que vraiment, pourquoi est-ce que ça change ? Parce qu'il faudrait les remettre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé que l'informatique était quelque chose qui était un produit marketingment et financièrement viable et qu'on pouvait l'avoir dans toutes les maisons, c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a masculinisé dans sa commercialisation. Finalement, là où la femme touchait l'ordinateur, c'est la secrétaire. Et il y a vraiment cette chose qui s'est créée comme ça. Il y a un imaginaire très particulier qui s'est créé. Et on a totalement mis à la trappe les rôles modèles sur lesquels, en fait, je pense qu'on se bat toutes les trois à notre façon sur les différentes associations qu'on a pu créer, qui sont de mettre en avant des rôles modèles. Et il y a quelque chose qui est très important dans la mise en avant de rôles modèles. On ne met pas forcément en avant la femme qui a tout réussi. C'est-à-dire que moi, un jour, il y a une chimiste qui m'a dit « Non, mais tu te rends compte, moi, mon rôle modèle, c'est Marie Curie de prix Nobel. Comment je fais ? J'y arriverai jamais. » Et donc, du coup, l'idée, c'est juste la femme qui a un métier avec des responsabilités, qui s'épanouit, ou qui a même créé une entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un métier, qui a envie d'en parler, qui a envie d'avoir une expertise et de la défendre, et de mettre cette personne en avant. Et je crois que le seul moyen qu'on puisse réussir, que ce soit du niveau d'orientation, ou que ce soit plus tard pour garder les femmes dans la tech, ce sera en mettant en avant ces expertises et en s'insurgeant, et c'est pour ça que je trouve que Jamais sans elle est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde tous en tête. C'est non, il n'est pas possible de faire une table ronde sans une personne des deux sexes. Parce que ça va aussi les tables rondes totalement féminines. Je trouve que c'est totalement aussi inutile que les tables rondes masculines. Donc en tout cas, il faut vraiment se battre pour une meilleure représentation et pour que le savoir soit partagé par les hommes et par les femmes. Et après, je pense qu'il y a aussi un gros coup de pouce à donner par nos politiques. Parce que je réfléchissais en même temps qu'on parlait. Moujane, ma cofondatrice, elle est iranienne et elle est ingénieure. Et en Iran, c'est complètement opposé à la France. Ça veut dire que les femmes veulent être ingénieures. Donc elles se battent pour être ingénieures parce qu'elles n'ont pas été en cours avec des garçons. Donc elles ne se sentent pas du tout moins aptes à faire des fonctions d'ingénierie. Et donc la plupart veulent être ingénieurs, veulent être médecins, et il n'y a pas de ce biais que nous, on a en France. C'est quand même loufoque. Hein, et donc je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi pour changer les mentalités, et peut-être à l'école aussi, dès les plus jeunes âges, aller mettre des cours de... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a des cours de code, d'informatique, et d'avoir des profs femmes, de travailler vraiment sur les contenus, de rendre ça moins... complètement normal. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça doit être insufflé, je pense, par l'éducation nationale aussi. On parle peut-être pas assez, je sais pas ce qui a été... j'ai pas lu le rapport moi ce matin, mais je sais pas s'il y a eu des choses là-dessus. Mais c'est intéressant de dire que c'est aussi un problème français et pas mondial en fait. Ou occidental peut-être. Occidental, oui. Ah, mais je sais qu'il y a plein de questions. Malheureusement, il va falloir qu'on conclue. Mais vous pourrez poser vos questions directement à Caroline et Dipti juste après. Merci beaucoup, Caroline et Dipti. Merci.